modifié, mais voilà, l'esprit reste le même et la passion également. Toujours en plateau, 3 experts pour décrypter ce qui se passe sur les marchés. Je suis ravi d'accueillir Andrew Etherington. Bonjour Andrew. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM. Bienvenue à vous. À vos côtés, Vincent Chéniaud. Bonjour Vincent. Bonsoir à tous. Directeur de la recherche chez Generali Invest, spécialiste de macroéconomie, les global markets, voilà, avec des vues notamment, on va le voir peut-être sur le dollar et sur ce qui se passe. Et enfin, François Chollet, bonjour François. Bonjour. Président de Montségur Finance. Écoutez, toujours. Stop picking, small caps, global macro. Oui, alors il y a une gamme qui s'est pas mal étendue depuis des années, mais on gère beaucoup d'actions européennes. Il s'est pas mal diversifié, notamment sur les small caps depuis 2-3 ans, notamment par le biais d'une acquisition. Et c'est vrai que c'est une des premières années où la small cap fait aussi bien, voire mieux que les grandes. Donc c'est un sujet qui m'intéresse et que je viens de défendre un peu. C'est le réveil enfin, après des années. Il était temps, la décote s'était créée, elle me paraissait importante. Et c'est vrai qu'on commence, tant aux États-Unis qu'en Europe, à retrouver un intérêt des investisseurs pour ces valeurs de capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros et qui ont été totalement délaissées pendant plusieurs années. Allez, la remontada peut-être enfin des small caps. On se penche, messieurs, sur ce qui se passe du côté des États-Unis. Andrew, j'ai besoin de vos lumières et de votre accent pour nous expliquer ce que c'est que ce nouvel acronyme. Alors, les médias en particulier sont friands. Vous savez, il y a eu les BRICS, il y en a eu plein. TACO, ça veut dire Trump Always Chickens Out. Comment ça se traduirait en bon français? Chicken out, dégonflé. Se dégonfle. Se dégonfle, Qu'est-ce oui. que ça veut dire? Alors, Trump se dégonfle. C'est donc cet acronyme qui a été inventé par un éditorialiste du Financial Times il y a quelques jours, Robert Armstrong, et apparemment, c'est pas du tout du goût du président des États-Unis. C'est exact. Je crois qu'il est pas du tout content d'être vu sous cette lumière-là. Le risque aujourd'hui, c'est que, comme on voit qu'il a une certaine personnalité, que ça peut l'énerver dans ce comportement qui est, pour nous, de côté des marchés, des investisseurs, à juger compliqué à suivre parfois. Actuellement, de buy the dip, d'acheter sur les revers du marché, ça c'est très bien marché, surtout depuis la deuxième semaine du mois d'avril. Le dip qui a été créé, ou qui est créé à chaque fois par Donald Trump, qui par l'annonce agressive, qui est extrêmement agressive, et en fait, il se déballonne, il se dégonfle, parce qu'en fait, il tape très fort, c'est sa méthode. En fait, c'est sa méthode de négociation, comme sa secrétaire Bessent nous a expliqué. Il faut comprendre qu'il faut y croire. C'est sa façon de faire. Pour nous, c'est un peu plus compliqué de faire des allocations d'actifs comme aussi pour des allocateurs d'investissement. C'est sur les entreprises, que ce soit les petits et les moyens, ils ont des difficultés à planifier actuellement, ce qui fait que là, il y a une hausse d'incertitude, une difficulté pour faire l'allocation, faire les prévisions pour l'activité à venir. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé le 2 avril, une baisse de 10% avec ces tarifs douaniers qui sont annoncés, et puis les marchés qui remontent. C'est la même chose ça a été la même chose pour le Canada, pour le Mexique, pour la Chine. Pour l'Europe, on se dit, si ça ne se passe pas, ce taco trade, c'est-à-dire que là, il ne se déballonne pas ou il décide d'être droit dans ses bottes, là, ça serait plutôt embêtant pour l'Europe. Vincent Chénaud, quel est votre point de vue sur ce nouvel acronyme et cette stratégie, finalement? Alors, personnellement, je ne pense pas qu'il se dégonfle, mais c'est vrai que les médias aiment bien trouver des acronymes de la sorte et le titiller, en l'occurrence. Je pense que ça traduit un conflit fondamental entre ses objectifs politiques et ses objectifs économiques, qui ne sont pas forcément populistes, qui ne sont pas forcément compatibles. Les objectifs politiques, c'est un discours assez populiste qui vise les classes moyennes américaines, qui ont beaucoup souffert de la globalisation, de la perte d'emplois dans le secteur manufacturier, de la baisse relative des salaires également dans le secteur manufacturier, donc du pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, il se doit de délivrer et de notamment faire des annonces assez spectaculaires sur les tarifs douaniers. Et de l'autre côté, il y a la réalité économique, c'est-à-dire que ces tarifs douaniers sont potentiellement stagflationnistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bons pour la croissance et ils risquent de faire monter l'inflation, ce qui ne va pas être populaire du tout. Donc il y a une sorte de conflit qu'il essaie de manager entre des annonces spectaculaires et puis ensuite des reculs, et on va trouver une espèce de voie moyenne. La réalité, c'est que au début d'année, on avait des droits de douane en moyenne de l'ordre de 2,5% aux États-Unis. Oui.
on va probablement terminer autour de entre 10 et 15%. Donc c'est quand même une hausse assez considérable des droits de douane, mais en effet, on n'est pas sur les niveaux délirants qui avaient été annoncés le 2 avril lors de Liberation Day. Ouais, ça veut dire que c'est absorbable. On a eu cette stratégie un peu de choc de taper très fort, de dire ça va être 50%, 100%, des chiffres astronomiques et là qui paralyseraient tout le commerce mondial. Et finalement, revenir quelques semaines, quelques jours parfois plus tard à des choses plus modérées. Plus acceptable, et effectivement, il se doit d'un côté de délivrer sur ses promesses et de s'attaquer aux dégâts collatéraux causés par la globalisation, mais de l'autre, il doit éviter ce choc stagflationniste qui serait probablement désastreux avant les élections de mi-mandat, on le rappelle, novembre 2026. Il pourrait perdre à la fois la majorité à la Chambre et au Sénat. Et pour ces 2 dernières années, ce serait assez désastreux. Donc, il doit manager cette tension et on va avoir une hausse des taux de douane, des droits de douane, mais pas aussi folle que celle qu'on avait. Pas aussi folle que dans le grand tableau qu'il avait montré, là, Voilà, avec son gros stylo. François Chollet, même question. C'est vrai que Andrew disait à l'instant, c'est pas évident pour les gérants là depuis ces annonces. Après un début d'année assez euphorique, on se disait Trump est là, il va soutenir les marchés. Finalement, ça a tapé fort et ces 100 premiers jours, ils ont été assez sportifs pour vous, les gérants. Oui, c'est vrai qu'on passe des mois qui ressemblent à des années sur les marchés financiers dans des périodes comme celle-là. Il n'empêche, on a déjà eu une première capitulation par les reports des droits de douane, et c'est ce qui a permis d'ailleurs au rebond des marchés que nous avons connus. Et puis on s'aperçoit que à chaque fois maintenant qu'il y a des annonces, elles sont démenties effectivement plus rapidement que par le passé. Oui. Donc d'où cet acronyme qui apparaît. Voilà. Il n'empêche, il ne masque pas une réalité. C'est la victoire de Donald Trump sur les tarifs. Il a réussi à multiplier par 4, 5, 6 les tarifs douaniers, ce qui était une de ses promesses de campagne vis-à-vis de son électorat. La deuxième chose, c'est que il a un autre vrai sujet, c'est que depuis effectivement ce Liberation Day, on a assisté à quelque chose qui est nouveau, c'est le décrochage du dollar par rapport aux autres devises et à la montée des taux d'intérêt à 10 ans. C'est ce qu'il voulait également, Américain. c'était dans son plan. Le décrochage du dollar, je veux bien l'entendre. La montée d'un taux d'intérêt, je ne le pense pas. Et donc ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est aujourd'hui le sujet qui fait que l'exécution budgétaire américaine est en difficulté, que la capacité à se refinancer à des tarifs acceptables se rend de plus en plus également improbable. Et donc qu'on a... C'est quoi la limite là? On est sur les 4,5, on est passé brillamment au-dessus de 5. Oui, on C'est la avait cote tenté les d'alerte? 5, ça avait plutôt bien résisté. 5, c'est quand même un niveau d'intérêt quand on doit renouveler le niveau de dette américaine qu'il faut quand même... en tout cas, il faut faire... Il faut générer de la confiance pour cela, et je ne crois pas que ce soit avec ce genre de tactique et de manœuvre qu'on puisse espérer que les créanciers de la dette américaine soient rassurés, au premier rang desquels notamment les Chinois, qui ont quand même bien usé de cette manipulation de taux pour venir négocier de manière dure avec le président américain. Et si je crois d'ailleurs... Ouais, les Chinois ont dit finalement, si vous mettez des tarifs à plus de 100%, oui, ça fait nous, on partie achète plus des de armes dette. de dissuasion massive qui existent à l'encontre des États-Unis, de la même façon que les terres rares qui sont évoquées régulièrement également en représailles de tarifs vis de la Chine. Donc on a cette période difficile. Il ne faut pas perdre de vue, à mon sens, 2 choses. Un, l'économie se porte plutôt mieux qu'anticipé, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Et 2, on a un appétit des investisseurs pour les actifs risqués qui ne se dément pas. Si on regarde aux États-Unis, on a eu effectivement un mouvement très violent, mais qui n'a pas découragé notamment les investisseurs particuliers. Tout à fait. Et puis on a, du point de vue des entreprises, des résultats qui ont été publiés plutôt favorables aussi, et des politiques de rachat d'actions qui deviennent encore une fois massives et qui viennent compléter des politiques de distribution de dividendes, elles aussi assez proches des sommets historiques. Et donc finalement, on a un marché qui tient plutôt bien avec des raisons fondamentales, l'appétit des investisseurs, un acheteur naturel que sont les entreprises sur leur propre titre qui essayent d'optimiser le bénéfice par action pour tenir les cours de bourse et faire baisser cette volatilité sur leur société.
et puis des publications qui ont été au rendez-vous. Et je pense notamment les dernières qui ont été massives. Je pense à Nvidia, qui était très attendue parce qu'elle témoigne de l'ensemble du secteur qui porte c'est aujourd'hui. C'était extrêmement solide, encore plus de 70% de croissance. C'est quand même des chiffres. C'est qui font spectaculaire. rêver. Et d'ailleurs, vous le disiez, hein, les investisseurs particuliers s'y sont pas trompés et justement, ils ont acheté le creux. Ils se sont rués sur l'action Nvidia au moment où vraiment elle a plongé et bien leur en a pris. Ils y ont finalement plus cru, les investisseurs particuliers, que peut-être les gérants qui sont astreints peut-être à d'autres contraintes. Ça fait un moment que je trouve que si on regarde le particulier et les mouvements de leur bilan, ça a été plus favorable parce que ça a été fait côté institutionnel dans une partie. Mais ils n'ont peut-être pas le même horizon d'investissement que nous. Nous, de la façon dont on génère nos bénéfices à long terme, Bien sûr. c'est sur notre vision de la volatilité. Aujourd'hui, en fait, il y a peut-être d'autres choses qui sont aussi attractives pour nous, les investisseurs, et pas juste d'essayer de capter chaque mouvement en quotidien. C'est impossible. Donc, en ce qui nous concerne, on a pris une position plus de neutralité. On était forcé par la violence du mouvement. Je ne suis pas sûr qu'il y a autant de flux. Il n'y a certainement pas autant de flux institutionnels parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de diminuer leur exposition de même manière qui était fait par les stratégies plus systématiques. Donc, j'ai l'impression que ça s'essouffle, ce mouvement. Il n'y a pas de nouveaux flux institutionnels. Les retail, ils sont déjà exposés. On aurait aujourd'hui besoin des bonnes nouvelles un peu plus concrètes que juste le retournement de veste de la Maison-Blanche pour y revenir sur les marchés de manière plus importante. Oui, on a eu le sentiment longtemps que Donald Trump était vraiment omnipotent, qui décidait de tout seul, notamment sur ses tarifs. Et on voit quand même qu'il y a la Cour internationale du commerce qui vient de rappeler à l'ordre, qui dit bah non, les droits réciproques, peut-être qu'il fallait peut-être passer par le Congrès. Il y a des forces de rappel là qu'on n'a pas vues qui sont en train d'apparaître. Cette force de démocratie constitutionnelle comme cette République américaine, c'est qu'ils ont cette force de rappel comme on a ici. Le problématique, c'est que à la fin, le Cour suprême est plutôt dans la faveur intellectuelle, si on peut le dire, de la partie républicaine actuelle. Donc, il a d'autres moyens pour revenir sur d'autres tarifs. Je ne suis pas sûr qu'on ait terminé. Ça serait bien qu'on termine en dessous de 15%, j'espère. Mais ça va être quand même un choc macro pour l'ensemble des économies développées. Ça veut dire que là, vous faites déjà tourner sûrement les moulinettes. Hein. On sait qu'on va atterrir au lieu des 2,5 d'avant. Ça, c'était le monde d'avant. Ça, c'est fini. On sera à 10-15%, allez, 20% maximum. C'est absorbable, mais quels vont être concrètement les effets sur le commerce mondial et sur l'économie en général? En fait, pour ce que nous avons décidé de faire, c'est d'avoir moins de positions directionnelles, mais plus de positions sectorielles ou géographiques. On est revenu plus sur les petites capitalisations européennes. Oui. Et en face, on a diminué notre exposition sur la même classe d'actifs aux États-Unis, parce que je crois qu'il va y avoir un ralentissement. On a été déjà en ralentissement aux États-Unis. Est-ce que ça va être plus marqué? La symétrie est plutôt dans ce faveur-là. On n'est pas encore sorti avec là où on va arriver avec les tarifs, mais c'est pas porteur. Sur l'acier, la dernière fois, ça a été une catastrophe pour l'industrie américaine. Donc, je suis pas sûr. Donc, sur les petits capis, c'est plutôt Europe. Sur les tech, on peut pas ignorer la capacité explosive de générer des revenus sur les tech américains. Il va y avoir aussi quelque chose sur l'Europe avec la défense, avec d'autres conséquences de ce relâchement budgétaire, ce qui est en train de se passer en Europe. Et donc, il y a une histoire très positive qu'on a eu depuis des années, la valorisation, mais qui ne marchait pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose de structurel et il va y avoir un défaillissement par rapport à l'investissement sur les actifs américains. Au moins, c'est une histoire qui est facile à défendre et que on est en train de développer. Vincent Chéniaud, dans un récent édito, vous avez cité Lénine et vous avez dit qui disait il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent. C'est vraiment le sentiment qu'on a eu avec les 100 premiers jours de Trump et même un petit peu plus. On a l'impression qu'il est là depuis des années, alors que ça fait finalement que depuis quelques mois. Oui, je pense que c'est un choc historique dans la mesure où
Il semble estimer que l'hégémonie américaine, aussi bien financière avec le dollar que militaire, a un coût trop élevé pour les États-Unis, et donc il remet en cause l'État existant. Ce qui est vraiment très contestable, parce que on estime qu'au contraire, les États-Unis ont très largement bénéficié de cette puissance, de cette hégémonie, aussi bien militaire que financière. Ça leur permet notamment de financer leur déficit plutôt à des bons niveaux et assez facilement. Puis cette puissance militaire leur permet de dicter les affaires du monde. Donc c'est vraiment très, très contestable, mais ça remet en question l'ordre établi et notamment la toute-puissance du dollar américain. Le dollar américain reste sur des niveaux très élevés. Alors c'est vrai qu'il a baissé ces derniers mois du fait de cette remise en cause de l'hégémonie américaine, mais il va probablement continuer à baisser. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé depuis Liberation Day, les actifs risqués et les actions notamment ont totalement récupéré les pertes initiales, voire davantage. Les treasuries, pas tout à fait, et le dollar, pas du tout. Et donc, c'est le grand perdant finalement, le dollar. Le dollar est le grand perdant de cette affaire, et encore une fois, il reste sur des niveaux assez élevés. Donc, je pense que le potentiel de baisse du dollar persiste. Sur les treasuries, ce qui inquiète beaucoup le marché, c'est d'abord cette remise en cause du statut du dollar, puisque les treasuries ont beaucoup bénéficié de cette force du dollar et de ce statut de réserve, de devise de réserve. Mais le marché s'inquiète également du déficit budgétaire américain. Et on est en train de discuter au Congrès le budget. Et ça inquiète également pas mal, donc ça pèse un petit peu sur les treasuries. Notamment, ce qu'on a eu la semaine dernière, et il faut vraiment s'interroger là-dessus, c'est la section 899 du programme de la loi de programmation budgétaire qui stipule que les États-Unis pourraient imposer les investisseurs étrangers. Et donc là, on passerait non plus d'une guerre commerciale, mais à une guerre sur le capital. Quand on sait que... Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement Pratiquement, ça veut dire que les États-Unis pourraient décider, par exemple, pour des pays qui ont une taxe digitale, que ça ne leur plaît pas, et que, en contrepartie, ils vont imposer les investisseurs qui ont investi aux États-Unis, soit investi en termes de portefeuille, soit en termes d'investissement direct. Ils pourraient imposer des taxes. Mais quand on sait que les États-Unis sont débiteurs nets vis-à-vis du reste du monde pour environ 26 trillions de dollars, c'est-à-dire 87% du PIB, c'est assez fou d'avoir cette idée qu'on pourrait taxer les investisseurs étrangers. C'est une véritable menace sur le dollar américain et sur les actifs américains plus généralement. Et donc ça, je pense que vraiment, ça met en doute cette politique du dollar fort, qui est la politique officielle de l'administration américaine. Ça remet vraiment en cause cette politique. Et ça ouvre la voie à une baisse supplémentaire du dollar américain. Baisse supplémentaire, pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai que c'est souvent une idée républicaine de se recentrer sur son pays, peut-être d'abandonner aussi cette idée d'empire américain qui est hégémonique, qui est omniprésent, qui est des fois qui s'ingérait dans les affaires du monde. On le sent là qu'il y a peut-être un renoncement, une bascule pour se concentrer sur les problèmes. Certains peut-être l'espèrent. Moi, depuis que je travaille dans les marchés financiers, j'entends parler de la perte du statut du dollar de monnaie de réserve internationale, et je constate malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, qu'au bout de ces 30 ans, il n'en est rien. Le dollar reste... Plus ça change, plus on le dit, plus c'est la même chose. Alors peut-être que cette fois-ci, les choses vont effectivement changer. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des échanges qui se font en dehors du dollar, et notamment sur les matières premières énergétiques. Mais pour autant, dans les réserves de change, on n'a pas encore bousculé le roi dollar, et l'euro y compris. En tout cas, pas dans des proportions dont on a pu imaginer il y a une dizaine d'années, avec un euro qui était extrêmement fort et solide, avec des équilibres budgétaires qui étaient meilleurs que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, je suis assez perplexe là-dessus. Je trouve que effectivement, le dollar peut glisser. Est-ce qu'il peut aller bien au-delà d'un 20 aujourd'hui, avec l'écart de taux qui existe, notamment vis-à-vis de l'euro? Je m'interroge. Je pense qu'il y a des forces de rappel importantes et que on a déjà quelque chose qui n'est pas très loin de la parité du pouvoir d'achat en ce qui me concerne. Ouais, surtout que même si ça va un petit peu mieux du côté
de l'Europe, bon, on a quand même aussi nos sujets, notamment de dette, hein, on n'est pas très loin. Qu'est-ce qui vous inquiète justement en ce moment sur les marchés? Qu'est-ce que vous regardez avec peut-être plus d'attention? Quels seraient les facteurs d'incertitude? On sort d'une période de mai, sell in May and go away. On c'était pas trop ça cette année, puisque après 2 mois dans le rouge, le mois de mai était plutôt dans le vert. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment, André Tarrington? Ben, vous avez touché tout à l'heure sur une question importante, c'est à quel moment est-ce que le niveau de refinancement américain, Oui. le niveau de Treasuries, devient un problème pour les autres marchés. Et quand on dit les autres marchés, c'est à l'échelle globale. Pour l'instant, on a un modèle qui a un signal qui n'est pas si insignificatif, mais on a une vingtaine de points de base. Donc, 4,75, 4,80, où on peut commencer à avoir des soucis. De toute manière, aujourd'hui, une action est chère par rapport à ce que le rendement de dollar représente. Le problème derrière cela, c'est que le dollar continue à s'affaiblir. Si c'est le cas, parce que cette défaillance globale sur la capacité américaine de maintenir le système fiscal et structure qu'ils ont aujourd'hui, là, ça va commencer à m'inquiéter beaucoup plus. Donc, la pontification de la courbe, donc c'est ce que vous surveillez en priorité aujourd'hui? Oui, parce que si on regarde l'activité, on a eu les earnings season, tout était super bien. Ouais. Mais il y avait été chargé un peu en amont d'une période où les tarifs remontaient. On a vu dans les chiffres aujourd'hui que les niveaux des impôts, des imports, oui, parce qu'on avait beaucoup massivement importé. Recul sur l'enquête, mais à 39 aujourd'hui, c'est très faible. Donc, si ça perdure, moi, je serais un petit peu plus inquiet parce qu'il faut quand même qu'ils génèrent les impôts par l'activité pour honorer leur dette. Tout à fait. Et je crois qu'ici, quelque chose que Monsieur le Président n'a jamais fait, c'est de respecter les obligations. Ce n'est pas quelque chose qui est primaire dans ces considérations. Vincent Chignol, est-ce qu'on pourrait arriver à un scénario où finalement les États-Unis font tourner la planche à billets, on a un système à la japonaise qui détiennent finalement leur dette et puis ils l'augmentent comme ça pratiquement indéfiniment? À terme, on ne peut pas l'exclure. On n'en est quand même pas là, hein. Les Japonais ont une dette publique supérieure à 200% du PIB. Les Américains sont à moins de 100% aujourd'hui. Donc on n'est quand même pas dans la même situation. Pour que la Fed puisse intervenir à acheter les Treasuries, il faudrait que l'inflation soit maîtrisée. Aujourd'hui, le risque à court terme, c'est que l'inflation va plutôt remonter avec les droits de douane. Donc je ne pense pas non qu'on puisse... Les chiffres étaient plutôt bons la semaine dernière. Sur l'inflation, on avait les chiffres pratiquement les plus bas depuis Oui, c'est vrai. plusieurs Pour années. le mois d'avril, les chiffres étaient plutôt assez rassurants. Mais enfin, on n'a pas encore vraiment vu les effets des droits de douane. Et donc, ça va quand même pousser l'inflation à la hausse à court terme. Ça va contraindre un petit peu la Fed. Alors, on pense quand même que la Fed va baisser 2 fois ses taux cette année. Mais de là à faire de l'assouplissement quantitatif, on est quand même assez loin de ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui tabler sur ça. Même question, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce que vous regardez en priorité sur les marchés? Alors je pense que le marché est vraiment concentré sur les droits de douane. N'oublions pas qu'après Liberation Day, on a eu une pause donc, le 9 avril pour 3 mois. Ça nous emmène au 9 juillet. Qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ces 3 mois? Où est-ce qu'on va atterrir exactement? Je ne suis pas très inquiet parce qu'effectivement, le fait que Trump ait reculé, je pense que ça réduit fortement la probabilité du scénario du pire, mais quand même à suivre. Suivre la discussion budgétaire américaine, ça c'est un vrai risque. Si le marché venait vraiment à s'inquiéter de cette loi budgétaire qui probablement va ancrer les déficits sur des niveaux élevés pour plusieurs années. On parle de déficit autour de 6,5-7%. Quand vous avez un taux de chômage aussi bas que ça, à 4,2%, c'est assez surprenant. Quel sera ce déficit le jour où on a un taux de chômage qui monte? Voilà, généralement on crée justement ce type de déficit quand on est dans une crise, qu'on veut relancer l'activité. Là, au contraire, et ça fait plusieurs années que ça dure maintenant. Voilà, donc ça c'est un point d'inquiétude. Et on pourrait avoir des mouvements non linéaires sur les marchés obligataires. Donc ça c'est vraiment un sujet d'inquiétude, il faut regarder ça de très près. Puis le troisième point, je pense, c'est le cycle. Puisqu'effectivement, l'économie, on a eu des craintes sur le marché que cette politique commerciale ne cause un ralentissement brutal. Ces dernières semaines, le marché a été assez rassuré. Et d'ailleurs, on a eu des surprises économiques plutôt positives. Mais inévitablement, ces tarifs douaniers vont quand même peser sur la croissance. Alors, on a beaucoup de bruit parce que le PIB du deuxième trimestre aux États-Unis sera bon.
en particulier parce que sur mars-avril, les dépenses de consommation étaient bien meilleures qu'en tout début d'année. En particulier également parce que les importations sont en train de s'effondrer à cause de ces droits de douane. Et ça, mécaniquement... C'est-à-dire on avait surstocké avant le voilà, passage... on avait accéléré avant les droits de douane. Et ça, mécaniquement, ça va gonfler le PIB du deuxième trimestre aux États-Unis. Donc on a pas mal de bruit, mais la réalité, c'est que probablement d'ici l'été, on va avoir des signaux de ralentissement qui probablement vont quand même limiter le potentiel de hausse sur les actifs risqués. Ouais. Il y a eu pas mal de reportages justement sur comment finalement on trouve toujours le commerce continue à se faire. Par exemple pour tout ce qui était vendeur Amazon qui achetait les produits de Chine, finalement il les a envoyés soit au Canada soit au Mexique, qui étaient frappés de moins de droits de douane avant de les ramener finalement aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a des stratégies qu'on arrive toujours à contourner s'il y a une dynamique forte de toute façon. Point d'inquiétude pour vous, François Chollet, dans les prochains mois, quels sont les points d'attention? C'est difficile parce que c'est répondre déjà par quelque chose de négatif, un point d'inquiétude. Alors non, j'ai noté que vous étiez surveille. plutôt positif. Oui, moi j'ai le sentiment qu'on a peut-être pas forcément le pire devant nous. On a eu notamment, je vais prendre par exemple dans les gros poids de l'indice, on parlait d'NVIDIA, mais on a vu des rebonds assez massifs de titres comme Tesla. Pourtant, les chiffres n'étaient pas brillants et le titre s'est jugé plus de 60% de hausse. Si vous regardez des titres comme Apple, qui sont parmi les plus gros poids des indices américains, on est quand même encore à peu près à 20% des sommets, donc on est encore dans une phase de consolidation qui ramène le prix à quasiment il y a 2 ans en arrière. Donc on a quand même des gros poids d'indices américains qui sont encore, pour moi, avec de la capacité à retrouver ou se rapprocher de leur sommet, dès lors qu'en tout cas ils arrivent à délivrer ce qu'ils ont annoncé dans leur plan de développement. Donc on peut avoir aussi des surprises en indice du fait de ces énormes poids qui, dans le passé, ont contribué pour l'essentiel de la performance des indices américains. Ouais. Et puis, côté européen, on n'a pas forcément des valorisations. Alors, après, il faut faire le tri par secteur, mais si je regarde les secteurs de l'énergie, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas des multiples qui sont effrayants. Le secteur bancaire, il a fait un magnifique parcours, mais on n'est pas encore sur des valorisations relatives au niveau du monde qui sont en conformité avec le reste du monde. Donc, il y a quelques secteurs comme ça sur lesquels on peut trouver de la matière. Et puis, alors moi, j'annonce régulièrement sur ce plateau les 3 thématiques un peu joker qu'on a mises en œuvre dans les allocations. Allez-y, on les rappelle. Alors je les rappelle, j'ai parlé des small caps européennes et je persiste à dire que ça fait partie des sujets qui vont nous animer encore au moins cette année, si ce n'est 2 ans, avec des forces de rattrapage très importantes. Un deuxième sujet que j'ai commencé l'année dernière, qui était l'immobilier côté européen, quels que soient les secteurs, c'est-à-dire aussi bien du résidentiel, notamment allemand, puisque c'est les gros points du secteur, le commercial, oui. Un peu moins les bureaux, mais la logistique ou les infrastructures de santé, il y a de la matière encore à faire de la performance, que la décote globale du secteur approche à peu près les 30%, et elle est maintenue malgré le rebond que nous avons récemment. Et le dernier thème que j'aborde régulièrement, c'est la pondération que nous avons sur la Chine, qui a été un peu contradictoire quand on l'a saisi l'année dernière et qui nous a pourtant promis et porté de belles performances et qui permet de sortir un peu des principaux indices que nous suivons tous, qui sont ceux des pays développés. Donc small cap, IMO, les foncières, par exemple, oui, les foncières. Et la Chine. Pourquoi pas, voilà, sur cette allocation. Voilà. Qu'est-ce que, justement, si on passe à l'allocation là, pour cette dernière partie, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Alors en global macro, on insiste plutôt sur les actions, les actifs risqués. On regarde les obligations qui paraissent aussi, d'après ce que vous dites, quand même assez risqué aussi. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'AXA-IM, Andrew? Après, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est plutôt des paris de valeur relative, plutôt les petites capitalisations européennes par rapport aux États-Unis, plutôt les obligations européennes par rapport aux États-Unis. J'ai une grande faiblesse pour le Bund. Je crois que c'est pas cher par rapport à des incertitudes devant nous. L'optionalité, en fait, quand on parle de toutes les choses qui sont revenues à leur prix avant, soi-disant Liberation Day, ce qui est pas cher, c'est l'optionalité, au cas où. Oui. Après ça, je suis pas tout à fait sûr que je veux rentrer sur le marché crédit actuellement, donc je maintiens mes positions, mais j'ajoute pas. Je trouve que la partie le
peers valorisés, notés dans les CCC n'a pas repris le vigueur qu'on a vu sur les marchés les plus liquides. L'immobilier, c'est un bon sujet parce que je crois qu'il y a beaucoup de redressement dans les foncières qui fait qu'ils recommencent à faire ce qu'on attend de l'immobilier, c'est de cracher de la dividende. Ça, je crois que c'est une thématique un peu à l'ancien. Mais la thématique income, que ce soit sur les actions ou sur les taux, reste important. Et pour les paris les plus importants sur les directionnalités, on va attendre un peu plus de clarté de la partie États-Unis, mais aussi de la Commission européenne, parce que je crois qu'ils se préparent en douceur, en off, des mesures importantes. Et ils représentent un nouveau état d'esprit en Europe. Et peut-être c'est là où les Américains ils ont sous-estimé l'esprit collectif de l'Europe actuellement. On va voir effectivement. Donc il y a quelque chose encore, je crois, que sur l'Europe, dans le moyen terme, à jouer de manière plus importante que ce qu'on a fait depuis quelques années. D'accord, l'Europe qui était déjà bien partie. C'est vrai qu'on cite peu l'Europe chez nous, puisque majoritairement, on a une zone de surpondération naturelle pour nos clients. Et c'est vrai qu'on est généralement un peu surpondéré en Europe depuis toujours. C'est ce qu'on avait fait pendant des années, et ça a fait mal. Et puis on avait compris que peut-être valorisation, ce n'était pas un moteur de performance trop important jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de contrariant. Vincent Chénion, même question pour l'allocation chez Generali Invest. Que fait-on ? Oui, alors effectivement, on a parlé des risques et je ne voudrais pas que ça donne une impression trop négative. Ce n'est pas le cas. J'aime rappeler en l'occurrence que le début de l'été est souvent, en termes de biais saisonniers, plutôt favorable pour les actifs risqués, notamment les actions, le MSCI World par exemple. Donc effectivement, on est plutôt légèrement surpondéré des actifs risqués comme les actions. Après, il y a des risques, on en a parlé. Et donc je pense qu'il faut utiliser les niveaux assez bas de volatilité. Vous avez la vol action notamment qui a beaucoup rebaissé pour mettre en place des stratégies de couverture, notamment au cas où on aurait des chocs qui émaneraient des droits de douane, donc l'atterrissage dont on a parlé, ou des discussions budgétaires américaines qui semblent un peu périlleuses. Donc par exemple, échéance du 9 juillet, vous disiez tout à l'heure. Oui, ou au-delà, sur l'été. Le mois d'août en général est assez chahuté, donc on peut mettre des couvertures d'ici la fin de l'été, mais en exposition pure, on est plutôt favorable, légèrement favorable aux actifs risqués. Le crédit, de façon structurelle, et je l'ai répété ici souvent, le fait qu'on ait plus ou moins éliminé ou fortement réduit le risque du scénario du pire, puisque Trump a reculé, je pense que ça implique que le risque de récession dure est très faible, et donc le crédit dans ce cadre-là devrait continuer à bien résister. Il a surperformé les obligations gouvernementales et on pense que ça va continuer. Sur la duration, je partage l'idée. Je pense que les taux sont plutôt biaisés à la baisse, donc plutôt des positions longues en duration, avec quand même ce risque sur les questions budgétaires américaines. Donc ça, c'est une proposition qui est quand même beaucoup plus risquée sur les États-Unis. Mais sur l'Europe également, avec une croissance qui reste faible, une inflation qui normalise. On va voir cette semaine le chiffre d'inflation européen pour le mois de mai. La BCE qui va continuer à baisser ses taux. Je pense que le biais est plutôt à la baisse pour les taux longs européens, en effet. Et puis, dernière chose, j'ai parlé de baisse structurelle du dollar américain. C'est en général assez favorable aux pays émergents, aux marchés émergents. Je rejoins l'idée sur les actions chinoises, la tech chinoise en particulier. On a des devises émergentes qui, si on inclut le carry, le portage, ont très bien performé cette année, en hausse de l'ordre de 10% contre le dollar américain. Et là, je pense qu'il y a encore de la marge. Quand je parlais de faiblesse structurelle du dollar tout à l'heure, ce n'était pas seulement contre l'euro. C'était une faiblesse... Oui, il s'est vraiment déprécié contre à peu près toutes les devises. Voilà, et contre devises émergentes, je pense qu'il y a encore de la place, en effet. Ben voilà pour ces allocations. Alors, sur le côté micro, il y a que vous, François, qui regardez en détail les actions. Est-ce qu'il y a certaines actions là qui méritent en particulier notre attention, sur lesquelles on peut encore se positionner? Il y a des dossiers intéressants? Alors dans les thématiques, c'est vrai que c'est plutôt de la valeur relative, on en parlait tout à l'heure, qui va se dégager. Alors on a des fonds qui ont des thématiques, on a des fonds de croissance,
typiquement sur la croissance, je trouve qu'il y a un retard qui s'est creusé en Europe avec des qualités pourtant, voilà. Alors, on peut citer des secteurs qui sont extrêmement contrariants en ce moment, mais si vous prenez de la consommation discrétionnaire, on a des multiples qui me paraissent redevenir acceptables. Je pense au luxe, par exemple. Quand je vois des titres se traiter autour de 18-19 fois les profits avec ce niveau de qualité et de diversification, si je suis un investisseur patient, je me dis que je peux monter dans le train sur ces niveaux de valorisation. Donc, globalement, la croissance et même la tech européenne, d'ailleurs, je crois qu'il y a encore du potentiel. C'est-à-dire que c'était la revanche de la value là, Oui, pendant quelques mois. mais c'est très bien. Je suis très heureux. On a un fonds qui fait des performances magnifiques, qui est un fonds à haut dividende et qui est donc plutôt typé sur des entreprises qui ont moins de croissance et plus de capacité à rémunérer l'actionnaire et des multiples de valorisation généralement un peu plus faibles. Objectivement, s'il y a quelque chose qui est un peu en retard, ce serait plutôt les valeurs de qualité croissance que les valeurs, on va dire, cycliques et value, parce que le rallye, il est un peu passé. Il nous a fait beaucoup de bien, aux investisseurs aussi, mais c'est souvent des rallyes qui sont un peu plus courts en durée, et la croissance, eh bien, d'une année sur l'autre, on arrive à faire de la surperformance parce qu'on est porté tout simplement par la hausse des profits qui sous-tend la valorisation des actions. Donc oui, on a eu ce rattrapage. Il est peut-être pas fini sur le value, mais il est quand même bien entamé. Secteur, je pense à la finance sur le secteur cyclique et value peuvent avoir encore du potentiel, que ce soit la banque ou l'assurance en Europe. Et d'ailleurs, la consolidation qui a démarré, qui était inenvisageable il y a une dizaine d'années et qui se poursuit à un rythme assez effréné, y compris d'acteurs français d'ailleurs, même mutualistes qui se mettent à prendre des parts de marché à l'international. Mais c'est plutôt rassurant pour la confiance qui touche le secteur. Donc non, je suis plutôt, encore une fois, l'idée c'est que on a un beau rattrapage sur le mois de mai, mais je ne crois pas qu'il nous ait poussé dans des zones déraisonnables de valorisation. Sur la value, il y a encore point par point, secteur par secteur, des potentiels. Et sur les valeurs de croissance, je pense qu'on a eu un peu peur d'avoir un accident sur les valeurs de croissance. Et je pense en tout cas qu'on va pouvoir gentiment repondérer cette thématique-là parce qu'il y a de la place. Selon vous, est-ce qu'on pourrait retrouver les niveaux? Alors, on va parler du CAC qu'on suit particulièrement en France. On était à 8200 points il n'y a encore pas si longtemps. C'était en mars, justement, avant tous ces événements, Liberation Day et compagnie. Est-ce qu'on pourrait les retrouver, voire les dépasser dans cette dynamique où on se dit finalement, une fois que les tarifs seront digérés, si on arrive à 10-15% à peu près mondialement, on pourrait reprendre cette dynamique avec moins d'incertitude? Sur quel horizon? On va dire Effectivement, fin d'année, à un moment ou l'autre, on a de la croissance en Europe et ça va accélérer un petit peu. Ouais. Il y a des risques, il y a eu effectivement pas mal de surprises avec des semaines voilà, où on a l'impression qu'il se passait 10 choses en même temps. Et puis, on a l'impression quand même que le fond de l'air, finalement, est plutôt positif à vous écouter. Il y a des menaces, mais elles ne sont pas peut-être structurelles. Je crois qu'on est juste soulagé de ne pas avoir eu le pire, ce qui a été annoncé à un moment. Est-ce qu'on va atterrir sur quelque chose qui est plus modéré, raisonnable, qu'on peut assumer et intégrer? OK. C'est tout à fait possible. Ce qui pourrait faire beaucoup plus pour l'Europe et qui peut accélérer la croissance, c'est la baisse encore de l'inflation, mais surtout par la fin de la guerre en Ukraine, qui va baisser les prix de la consommation des matières premières et qui va libérer de la pouvoir d'achat des ménages. C'est là où on manque en Europe. C'est libérer. Il y a un énorme pouvoir d'achat en Europe dans les ménages, surtout en France, qui n'est pas libéré. Ça va être clé pour qu'on repasse les niveaux dernièrement plus hauts, plus élevés. On y a cru, il y a quelques mois, on avait fait ce débat, je me souviens, François, vous étiez en plateau avec, peut-être on achetait la fin de la guerre, l'espoir de paix avec Trump. Finalement, là, il a l'air de se dire... négocier avec Poutine, c'est quand même compliqué. Vincent Chéniaud, là, sur ce retour peut-être à des niveaux qu'on avait vus en début d'année, c'est possible? Oui, ça, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais effectivement, si on évite des tarifs douaniers trop sévères et un marché qui arrive à digérer la discussion budgétaire américaine, alors effectivement, dans un scénario de croissance assez faible, mais également de baisse des taux longs, on pourrait retrouver ces niveaux. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps, mais c'est possible. Il faudra suivre de très près les négociations bilatérales également entre les États-Unis et l'Europe. Là, il y a quand même un gros point d'interrogation sur où est-ce qu'on va atterrir. Ça va être important pour la croissance européenne. Donc ça, ce sera un juge de paix également pour les actions européennes. Donc je pense que tout ça va prendre un peu de temps à se décompter.
Mais oui, c'est fort possible. D'accord, ça met un peu de temps toujours avec l'Europe, mais on arrive à des solutions. François, pour terminer, justement, donc optimisme prudent. Oui, finalement. alors on parlait de la Chine tout à l'heure. Nous, on travaille la Chine au travers d'un ETF qui est extrêmement concentré, notamment sur les valeurs technologiques chinoises, que ce soit Tencent ou Alibaba, puisque c'est quasiment un tiers de cet ETF qu'on ne pourrait pas avoir avec de la gestion active. En Europe, on est sur des valorisations qui sont cohérentes, et donc c'est peut-être le moment pour nous d'aller sur de la gestion active et d'utiliser notre savoir-faire de stock picking pour tirer parti des inefficiences ou des décalages qu'on peut avoir de valorisation par secteur, par entreprise, et c'est ce qui permet de montrer un peu une différence de performance par rapport aux indices. C'est peut-être là où on a un peu plus de potentiel que simplement aujourd'hui un ETF sur un indice CAC 40 ou Eurostoxx. Voilà l'avis de nos experts, effectivement, pour ce premier jour du mois de juin, boursier, jour chaud. Très chaud. Hein, notamment sur notre plateau. Merci en tout cas à François Chollet. Je rappelle que vous êtes président de Montségur Finance. Vincent Chéniaud, merci, directeur de la recherche chez Generali Invest. Et Andrew Etherington, directeur de la gestion diversifiée chez AXA IM. Dans un instant, on continue à parler des marchés, notamment de ce qui se passe du côté des États-Unis. On va voir peut-être finalement un scénario optimiste. On voit ça dans un instant avec Pierre-Yves Dugas.